Bonjour et bienvenue dans ce récap du podcast Batman Autopsy, podcast original créé par Spotify. Ils ont fait le podcast, on en fait le rapport. C'est les épisodes 9 et 10, les derniers épisodes d'une histoire qui nous a malmenés de semaine en semaine, 5 si je dis pas de conneries, puisqu'il y avait 2 épisodes par semaine. Comme à l'accoutumée, pour m'accompagner ce soir, Madame Léna, comment allez-vous ? Eh bien, je vais très bien, monsieur Jules. Ravi d'être là pour finir ce beau voyage ensemble. Et monsieur Nico, monsieur tout seul, monsieur là, comment allez-vous ce soir ? En direct de la Jucocave, ça va. Qui est à 5 mètres de chez moi, mais pour des raisons pratico-pratiques et surtout en termes de sonorité sonore, eh ben, c'est carrément mieux et c'est plutôt sympa de t'avoir à 3 mètres de moi, hein, littéralement. Mais ça change toutes les 30 secondes, parce que tout à l'heure c'était à 2,50 m, on est passé à 5 mètres, puis on est revenu à 3 mètres. Par contre, ta chaise, c'est vraiment de la merde. Je me pète le cul depuis tout à l'heure. Non mais le gars se plaint. Il est chez moi parce qu'il a une connexion. Regardez la chaise de merde. Il est chez moi parce qu'il a une connexion de merde. Heureusement que t'as remis ton pantalon. Hein. Au point où il ne pouvait pas enregistrer chez lui et je crache dans la soupe. C'est incroyable. Et putain, si on faisait tout le podcast avec l'accent du Sud. Non, ça va vite. Et Léna le fait avec l'accent du Nord. On refait ce début d'épisode puisqu'on l'a déjà fait et heureusement, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je me suis rendu compte que je n'avais pas appuyé sur REC. Donc, on est reparti. Donc, 2 épisodes ce soir, comme à l'accoutumée. En l'occurrence, pas des épisodes fifou. On va pas se mentir. C'est une fin de story. En demi-teinte. En demi-teinte. Est-ce qu'on peut le dire ? Moi, je pense qu'on peut le dire. C'est-à-dire même si je pense que Nico va être encore plus incisif. Nous avons 2 derniers épisodes qui sont relativement courts par rapport à la suite. Par rapport à ce qui précédait. Premier épisode qui doit faire une dizaine de minutes et le deuxième qui fait moins de 30 minutes. C'est un peu déroutant parce que on s'était habitué à être un peu sur des épisodes sur la longueur. Là, on est sur des épisodes un peu concis. Pour une fin, je trouve que ça va à contre-courant de ce qu'on fait d'habitude. Où on a d'habitude des épisodes de fin qui sont plus longs parce qu'ils mettent en place justement les clés pour pouvoir dénouer une intrigue. Et là, je trouve que ça va beaucoup trop vite, vraiment. Mais je démonterai les podcasts, s'il le faut, au fur et à mesure du déroulé. Alors moi, mon avis rapido dessus, avant de commencer, j'ai pas trouvé ça tout naze, j'ai bien aimé quand même. Il ne reste que c'est pas à la hauteur de certains épisodes. Encore une fois, depuis le début, on cite les 2 premiers qui, moi, m'avaient hyper emballé. Les 2 derniers, les épisodes 7 et 8, qui avaient vraiment relancé le truc pour moi avec toute l'origin story de Poison Ivy, qui était vraiment très très cool. Et là, pour le coup, c'est un petit peu retombé. Bon, alors, on avait déjà eu des épisodes plus petits en termes de temps, mais c'était sur des épisodes où il y avait beaucoup d'action. Là aussi, il y en avait. Mais effectivement, je suis assez d'accord pour dire que il y avait pas beaucoup. Alors, en même temps, sur une fin où logiquement il y a de l'action et on n'est plus justement dans les explications, c'est aussi logique qu'on ait des petits épisodes, je trouve. Mais c'est vrai qu'ils le sont particulièrement. Et toi, du coup, Léna, un avis bref un avis bref, je dois dire que... Merci, Nico. C'était très instructif. Rapide j'espère que tu nous en diras un petit peu plus pendant le déroulé. Et concis. Non, mais pour aller vite, je trouve pas que ce soit mauvais. Contrairement, je pense à ce que monsieur Nico nous dira. Je ne pense pas que ce soit mauvais, mais clairement, pour moi, c'est les 2 moins bons épisodes des 10. En y réfléchissant bien, je pense que c'est ceux qui ont le moins de qualité. Donc, je n'en dirai pas plus. J'expliquerai au fil du déroulé également ce qui m'a plus ou moins déplu dans ces 2 épisodes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma chère
Lena. Si vous voyez que je reprends ma respiration, ou si vous entendez plutôt que je reprends ma respiration, ou que j'ai le nez bouché, ou que j'ai une voix un peu plus grave que d'habitude, c'est tout à fait normal. Je suis dans le Nord, je suis en Picardie, et j'ai pris froid. Et dans la mesure où je viens de savoir que je reste à 1h30 de chez moi, voilà, sur la côte picarde, d'un air mélancolique, j'ai voulu aller sur la plage pour faire le point avec moi-même, et j'ai, comme un connard, pris froid. Donc James va sûrement se foutre de ma gueule parce que j'étais sur la plage picarde, et du coup, je suis peut-être le seul qui arrive à prendre froid et avoir un mal de gorge carabiné le 13 juin. En tout cas, on va partir sur ces 2 épisodes. Pendant, comme vous le savez maintenant, on écoute à chaque fois les épisodes avant de les débriefer. Comme un gros goré, j'étais en train de manger donc je n'ai pas pu prendre de notes. Et c'est Lena qui m'a sauvé sur ce coup-là. Et a joué la secrétaire, je tiens à le préciser. C'est un peu ça. Et je ne suis pas assez payé pour ça, je tiens à le dire. Mais bien assez de notre point de vue. Et c'est toi qui vas ouvrir le bal et qui va commencer à faire le déroulé, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'ici. Voilà, je suis fébrile, j'en ai les fesses qui font bravo, mais j'ai hâte de t'écouter sur le déroulé. Ça va me faire un peu bizarre, je dois bien l'avouer. On t'écoute, ma chère Léna. Eh bien, lançons-nous alors, puisque nous commençons cet épisode avec un téléphone qui sonne. Un homme de la sécurité de Bruce, de Wayne Enterprise décroche, un dénommé César, donc qui dit que la personne s'est trompée d'endroit. On retrouve alors nos 3 employés. Nous avons 2 hommes et une femme. César et la femme qui s'appelle Gloria sont en train de jouer une partie d'échecs. Et clairement, ils se font un petit peu chier. On voit qu'il n'y a pas trop de boulot. Alors, il se pose un petit... Oui, Jules, tu veux intervenir? Alors, oui, je veux intervenir parce que faut bien comprendre comment je vais le dire. Je suis très respectueux des gens qui ont travaillé autour de ce podcast. Je suis très respectueux des acteurs. J'ai cru que tu allais me critiquer moi, j'ai eu peur. Je dis, qu'est-ce qu'il va me dire ? Non, pas du tout. Des acteurs qui ont pu jouer les différents rôles. Mais alors là, les 3 crétins de la sécurité, je sais pas si c'était une direction d'acteurs que de dire alors là les gars vous allez jouer vraiment 3 crétins de Gotham, mais alors je trouve qu'ils en tiennent une couche, mais c'est extraordinaire. En fait j'arrive pas à savoir si c'est les personnages ou s'ils jouent pas terrible quoi. Ouais, et... si c'est le personnage, effectivement, c'est comme ça qu'ils sont aussi en VO, ça serait intéressant de savoir, parce que moi je suis d'accord avec toi. Ouais, ça va. Dès le début, moi je pense que c'est les deux. J'étais hypé par la sonnerie de téléphone. Je l'ai trouvé hyper anachronique, hyper réussi, mais anachronique par rapport à la temporalité en fait du podcast. Mais j'ai adoré. On aurait dit les sonneries des films policiers, des polars des années 70. J'ai adoré vraiment. Ça, c'était le point positif. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quelle que soit la réponse à ça, le fait que ce soit les personnages ou la direction d'acteur ou voilà, ou juste ils jouent pas terrible quoi. C'est raté. C'est raté et ça le fait vraiment pas. Parce qu'en fait, t'attends comme le Messi. Les 2 derniers épisodes, t'as qu'une envie, c'est de savoir ce qui va se... Parce que clairement, en plus, si ça avait été diffusé un épisode, j'aurais trouvé que c'était très con. Parce que pour le coup, je trouve que vraiment les 2 épisodes vont vraiment bien ensemble. Ouais. Et ça aurait été vraiment bête de les dissocier. Donc je trouve qu'au niveau de la diffusion, c'est très bien qu'ils ont fait 2 épisodes. Qu'ils aient fait 2 épisodes pour le coup. Mais en l'occurrence, tu commences l'épisode, t'as une hype sur le fait qu'enfin tu vas savoir, c'est la fin et tout. Et tu tombes sur cette scène qui... Franchement, mais moi, elle m'a fait mal, quoi. Ouais. Et du coup, j'étais vraiment déçu de ça. Moi, je trouve qu'ils sont encore plus mauvais, un peu plus loin, mais on en reparlera. Mais pas que. Hein. Non, mais tout à fait. Alors, attention, la discussion, et tu vas le dire du coup dans le déroulé, on apprend des choses et c'est très cool, notamment sur Bruce. Après, c'est vraiment très cool. Mais dans l'absolu, moi, ces 3 rôles-là, mais c'est vraiment... l'antithèse de tout ce qui s'est passé avant. Genre... C'est une bien piètre introduction, on va dire. Genre Thomas Wayne, genre André Dussolier, genre... mais tout, quoi. Genre Poison Ivy, tu vois. Enfin, et du coup, ouais, et encore une fois, c'est de manière très respectueuse, parce que, encore une fois,
bah voilà, hein, ils font leur taf aussi. Mais pour le coup, ouais, non, j'étais vraiment déçu de ça, quoi. Et je t'en prie, ma chère Léna. Du coup, nos 3 comparses discutent et se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir maintenant que Bruce Wayne est mort, qu'est-ce qui va leur arriver. Et donc chacun raconte un petit peu des anecdotes autour de Bruce Wayne. On a d'abord Gloria qui parle du fait que son mari avait un cancer, qu'elle en a un peu parlé avec Bruce Wayne et que ce dernier a permis d'hospitaliser son mari dans, je pense, une clinique un peu privée et de lui sauver la vie. Et donc elle dit également que Bruce Wayne aurait prévu quelque chose pour chacun de ses employés, donc il ne les laissera pas sans rien. On a ensuite le son d'une abeille qui rentre et qui, comme... Vas-y mon cher Nico. Non, mais l'abeille, ça m'a fait penser à Jules. Moi aussi. Private joke. Ah putain, oui. Quand j'ai entendu l'abeille, je me suis dit, tiens, voilà. Mais vas-y, explique aussi. Mais non, mais c'est que c'était lors d'un enregistrement d'une émission ou en direct. C'était la rubrique geek. C'était la rubrique geek en direct, voilà, c'est ça. Et t'as eu un bourdon qui a rentré dans ton pyjama. J'étais exactement à l'endroit où tu étais et j'étais en jogging parce que j'avoue que j'aime bien faire des podcasts décontracts. Et d'un seul coup, j'entends. Bon, ok. Je tends l'oreille, tu vois, je fais. Et je comprends pas parce que je vois pas le bazar, quoi. Et il y a un moment donné où je comprends qu'elle est dans mon futal, en fait. Et du coup, j'étais en direct. T'étais pas avec moi, Nico? J'étais tout seul. Non, j'étais pas là. Et genre, je me suis dessapé. Hein. J'avais qu'une peur, c'est qu'elle me pique, quoi. C'était terrible. Et effectivement, c'était un gros bourdon que j'avais donc dans le futal, quoi. Et donc, et quand tu as ri, parce que du coup, je t'ai vu rire pendant qu'on écoutait le truc, j'étais sûr que t'avais pensé à ça, quoi. Mais j'ai eu vraiment les jetons pour le coup, hein, vraiment. En tout cas, merci pour cette anecdote. Hein. Je ne verrai jamais plus une abeille de la même manière. Mais en l'occurrence, là, l'abeille n'annonce pas l'arrivée de Jules, mais l'arrivée de notre cher Poison Ivy, donc qui se manifeste. Donc le petit César qui vient juste d'arriver s'emballe un petit peu, mais son collègue lui dit de se calmer. Il explique à Madame Poison Ivy qu'elle s'est certainement trompée. Mais dis-moi. Je veux là à ce moment-là. Alors passons les trois gardiens là de Wayne Enterprises. Mais Poison Ivy, je trouve, enfin, excusez-moi, mais merde quoi, bordel, elle est pas crédible du tout. Moi, j'ai pas du tout accroché au personnage. J'ai pas du tout accroché au personnage. Ou alors certainement, on va en parler plus tard, mais elle correspond pas du tout à la Poison Ivy que je me fais. Enfin, l'idée de la Poison Ivy que je me fais. Là, en l'occurrence, à ce moment-là, quand elle arrive, et même à la fin du deuxième épisode, je crois, du dernier épisode, du coup, putain, on a l'impression qu'elle joue faux, l'actrice, que c'est pas... qu'elle est en... Enfin, je sais pas. Moi, je dis, mais merde, bordel, un personnage comme ça, fais-nous quelque chose, quoi. Fais-nous vibrer, fais-nous... Elle a pas du tout... Oui, mais nous, tu vois, on est emballés, je pense. Enfin, je sais pas, Jules, mais... Parce que vous avez de la merde dans les oreilles, c'est tout. Emballé. Moi, j'ai adoré. Alors, effectivement, elle était un petit peu moins en dessous. Elle était un petit peu en dessous, justement. Parce que là, elle n'a pas trop à bouffer, quoi, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Et puis, les interlocuteurs, là, on a 3 pecnos. Alors qu'avant, on avait André Dussolier. Donc, forcément, il y avait plus de... Mais en l'occurrence, moi, je trouve qu'elle est vraiment cool et elle est vraiment dans son rôle. Là, pour le coup, encore une fois, c'est un peu le problème, c'est que dans ces épisodes-là, qu'il s'agisse de Batman, et on va en parler aussi de Batman, de Barbara, enfin, n'importe qui, en fait, tout le monde est dans l'action, aussi petite soit-elle, et on n'est plus... comment dire? On n'est plus là pour tergiverser, quoi. C'est-à-dire que même Stark, les rares interactions qu'il a, alors que je l'ai adoré, notamment dans le premier épisode, là, ce qu'il a à bouffer, finalement, c'est pas, au sens propre comme au figuré, c'est pas fou. Enfin, je veux dire, il même peut pas lui, en il faire est déçu, grand-chose, quoi. Et du coup, mais non, moi, j'ai quand même bien aimé Poison Ivy. Je trouve qu'elle est hyper charismatique et que ça marche super.
Nous ne serons pas d'accord, je pense, sur cette question. Et c'est ça qui est cool aussi. C'est ça qui est aussi intéressant. Mais du coup, Poison Ivy rétorque qu'elle veut jeter un coup d'œil dans le coffre de Bruce Wayne. Et à ce moment-là, on a un bruit de souffle. On comprend qu'elle répand quelque chose dans l'air. Et nos 3 comparses tombent en extase, on pourrait le dire. Ils se sentent merveilleusement bien. Et Ivy dit alors au moissonneur d'amener Vicky Vale parce qu'on nous avait expliqué à la fin du dernier épisode qu'il l'avait kidnappée. On retrouve Barbara qui espionne toujours, qui suit cette scène. On a Batman qui arrive, qui explique que nos 3 comparses sont sous le contrôle de Poison Ivy. Et Batman dit à Barbara de se rendre au manoir, que Alfred va tout lui expliquer. Et en attendant, lui va s'occuper de la situation. Jules. Et alors, moi, Barbara, je trouve que c'est assez exceptionnel parce que je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, on l'envoyait systématiquement à des endroits ce qui ne servait à rien, en fait. Oui, c'est bon. C'est-à-dire, on l'envoie quelque part et dès que ça se gâte et dès qu'elle doit faire un truc, bah, au final, Batman arrive et puis lui dit d'aller autre part. Et du coup, de Batman. Et j'ai trouvé ça vraiment tout naze. Et alors, Batman, encore une fois, moi, j'ai un problème. Pas avec sa voix qui me... moi aussi. Non, mais attends. J'ai pas un problème en soi avec sa voix qui me dérange pas. Il a une voix... Je veux dire, pour moi, c'est tout aussi ridicule que Christian Bale quand il prend sa voix de Batman. Ah non, pas du tout. Mais, Au contraire. Pourtant, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je pense. Mais... ce qui m'embête, c'est que ça... Et je l'avais déjà dit sur un épisode précédent, c'est que pour moi, ça n'a aucune cohérence. Je ne comprends absolument pas pourquoi il tient cette voix. Alors, forcément, quand il est devant les 3 Gugus, je le comprends très bien. Mais quand il est devant Pamela ou qu'il connaît son identité, ou quand il discute avec Barbara, et on verra qu'à un moment donné, du coup, il se retrouve autre part, et pour autant, là, il a sa voix normale. Et ça n'a aucune espèce de cohérence. Du coup, moi, c'est vraiment ça qui me pose problème. Sa voix de Batman me pose pas de problème en soi parce qu'encore une fois, moi, à la base, je trouve ça pas terrible, mais même dans Batman Begins avec Christian Bale, où je trouve que ça n'a aucune cohérence. Le seul truc, c'était Affleck, je crois, où effectivement, il avait un changeur de voix. Mais moi, ouais, non, je suis dans l'absolu pas fan, mais c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de cohérence de pourquoi il a cette voix et... Enfin, je sais pas. Bon, alors nous avons donc Batman qui a renvoyé Barbara au manoir et en attendant, il va interroger son espèce, je pense que c'est un système de sécurité qui s'appelle Zeta. Il demande un rapport de situation, il essaye de lancer un redémarrage, mais on voit que c'est impossible. Et nous avons alors nos 3 gardes de la sécurité qui arrivent, qui sont toujours sous l'emprise de Poison Ivy. Ils accusent Batman d'avoir tué Bruce Wayne. Ce serait ce que Poison Ivy leur aurait raconté. Batman essaye de les raisonner, mais rien à faire, alors il est contraint d'utiliser du gaz. Il en profite pour attacher nos 3 comparses, et puis il les laisse là. Alors moi, pour le coup, cette scène-là, les 3 Gugus, là, ils m'ont encore plus dérangé. Quand ils se mettent tous à crier en même temps et tout, j'y ai pas cru une seule seconde. Ouais. J'ai trouvé que c'était vraiment pas bon. Bah, je suis assez d'accord, effectivement. Je trouve que là, pour le coup, ça marche pas du tout, quoi. Et alors, non seulement, là, pour le coup, je me revoyais dans l'épisode qu'on a fait sur l'épouvantail, dans le podcast animé, quoi. Où, effectivement, là, pour le coup, c'était très, très cartoon. Et c'était vraiment... J'avais l'impression d'être dans un épisode de la série animée, pour le coup. Et... moi, ce qui me gêne aussi, c'est tu comprends pas bien le pouvoir en fait de Poison Ivy parce que tu l'entends pas leur dire en fait. Tu l'entends pas leur expliquer. Après, tu peux supposer qu'elle l'a fait pendant que Batman était en train de papoter avec Barbara, mais bon. Ouais, non, mais alors ça c'est pareil, ça me fait rire quoi. Je veux dire, du coup ils font leur. Elle sait pas qui va arriver, mais elle aurait prévu ça. Enfin, c'est quand même hyper chelou quoi. Peut-être qu'elle se doute quand même qu'il va arriver, non? Bah. Je pense pas. Je pense qu'elle n'y compte pas non plus, quoi, tu vois. Ouais. Mais dans l'absolu, et on va le voir aussi à un autre moment, où tu as juste l'impression qu'avec le personnage, en fait, il attend qu'il se passe un truc avec l'autre. Et du coup, moi, ça aussi, ça me dérange. Mais on en parlera après. Et Nico, je sais pas si tu avais...
Non, j'ai rien de plus à rajouter que vous. Rien Alors, du coup, nous avons Poison Ivy et Stark qui sont devant le coffre de Batman. Stark dit que ça lui fait penser à une morgue, mais sans cadavre. Ivy donc explique qu'elle a pris le contrôle des employés. Elle discute avec Vicky Vale, lui demande si elle sait ce qu'il y a dans le coffre, et elle lui dévoile qu'il y a des armes de toutes sortes, plein d'armes en hic, des armes toxiques, énigmatiques, tout ce que vous voulez. Et donc Vicky prend un peu la défense de Bruce, dit qu'il a sûrement ses raisons, mais Poison Ivy lui dit que étrangement elle n'a pas fait d'article à ce sujet. Est-ce qu'elle ne serait pas un petit peu corrompue? En tout cas, elle lui explique qu'elle a une fameuse machine qui contient la clé mémoriale. Ça, c'était bien la peine de nous mettre une histoire de souvenir pour au final créer une machine pour déverrouiller. Mais bon. Et donc, on a le déverrouillage du coffre avec une petite musique d'ambiance qui m'a fait un petit peu penser aux musiques d'attente qu'on a quand on appelle la banque ou autre organisme. Ah oui, non, mais je suis assez d'accord. Et je suis d'autant plus d'accord qu'effectivement, sa réflexion à Poison Ivy n'est pas du tout débile de dire ça vaut bien la peine de faire un souvenir, un truc impalpable pour en faire quelque chose de concret et un objet. Je trouve que c'est vraiment pas con de dire ça. Ouais. Je rebondirai sur ce que vous venez de vous dire là tout de suite, sur la clé mémorielle. En même temps, ça tombe bien, parce que si tu rebondis sur un truc d'il y a un quart d'heure, ça va être compliqué. Alors, je voulais revenir sur l'abeille. Alors, est-ce que c'était une abeille avec 3 lignes jaunes ou 2 seulement? C'est d'importance. Non, mais en tout cas, le fait, si je me suis dit, pendant qu'on écoutait l'épisode, Léna, tu as dit à un moment donné que tu comprenais pas la clé mémorielle, qu'est-ce que ça fout là, Et là, c'est là où je me suis dit que, en tout état de cause, quand on a un récit, une histoire en fait qui frôle le fantastique ou quelque chose de la science-fiction ou quoi, le spectateur ou le lecteur, il va se laisser happer par l'histoire et il va être crédule en fait. Il va croire tout ce qu'on va lui dire, même les choses les plus incroyables qui peuvent pas arriver dans la réalité. Et en l'occurrence, la clé mémorielle, c'est pareil, c'est quelque chose que ça sert à quoi de pouvoir de mémoire, de pouvoir la mettre sur un truc, de pouvoir, voilà. Et là, c'est là où je me suis dit, si t'es pas tombé dans le panneau, c'est que le truc il est mal fait. C'est ça que je me suis dit, c'est qu'il y a quelque chose dans le scénario, il y a quelque chose dans le déroulé du scénario qui a péché. Alors à ce moment-là, de ce point de vue-là, à mon avis, sur la clé mémorielle, qui fait qu'on n'y croit pas, qui fait que on se pose la question de l'utilité de ce point du scénario. Et c'est peut-être là où le bas blesse dans le podcast, en fait. C'est un de ces points-là. Et qui est révélateur sur plein d'autres points qui me font, moi, moins aimer ces derniers épisodes par rapport au premier. Voilà. Mais si tu veux, quand on apprend un peu ce qu'est la clé mémorielle, donc c'est le souvenir de Bruce, où il apprend un morceau de musique avec Alfred. Et je trouve que ça aurait été vachement plus intéressant que, par exemple, pour ouvrir le coffre, il faille rejouer le morceau ou la mélodie qu'il a entendu dans le souvenir. Et du coup, ça justifiait qu'il faille aller chercher dans le souvenir ce souvenir très précis parce que là, je vois pas le... Et du coup, tu y aurais cru, si ça avait été comme ça. Je suis d'accord. Du coup, ça me justifie le fait qu'on ait été chercher ce souvenir, qu'on se soit autant embêté, plutôt que de construire une machine qui contient la clé mémorielle au final. Donc, bon. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Fin du monde. Jules, je pense que tu as repris à partir de ce moment-là, non? Pas du tout. Alors, j'ai repris au moment de l'ouverture du coffre, mais si tu veux te taper l'épisode, ça me dérange pas du tout. Hein. Bon, bah écoute, je finis cet épisode et je te repasse le flambeau sur le suivant. Je t'en prie. Donc, nous avons nos comparses qui rentrent dans le coffre à la recherche de l'arbre, puisqu'on rappelle que c'est ce fameux arbre qui est venu chercher Poison Ivy. Elle demande entre parenthèses, un écho de malade, c'est-à-dire que le coffre, ça doit être un stade. Ouais, immense, ils me disent bien qu'il est très grand. Donc elle demande l'ouverture de la chambre hydroponique et donc elle explique que alors j'ai noté synthèse de psychotropes à grande échelle. Ah oui, que quand elle va se synchroniser avec l'arbre, il va y avoir une synthèse de psychotropes et qu'ensuite, vas-y Jules, tu veux dire quelque chose? Non, je disais Nico, peut-être une analyse du mot hydroponique justement, j'allais y aller. Vas-y. Alors, hydroponique, du grec hydros et du latin ponikos,
Nous sommes ici dans une espèce de broglio équestre. Nous avons un poney qui est capable de nager sous l'eau, amphibie. Donc voilà. Merci pour cette explication, mon cher Nico. On n'en voit du pas d'autres. coup, en tout cas. Donc elle explique Voyons. que Alors, quand je elle l'ai va... no- si, vas-y. Pour le coup, je l'ai noté ça parce que c'était assez chaud patate à comprendre. En fait, elle explique effectivement Vas-y. que à partir du moment où elle se connectera à l'arbre, ceux qui survivront, donc, il y aura toute une partie de la population qui mourra, Juste un tiers. c'est ça, et ceux qui survivront seront comme transcendés et pourront communiquer avec la nature. Et du coup, par la nature, pourront communiquer entre eux à des milliers de kilomètres. Donc en gros, ça va bonifier et harmoniser l'espèce humaine avec la nature. Ça va permettre plein de choses, mais au détriment d'autres qui vont Et mourir dans pour d'autres un temps. tiers de la population du monde. Tout à fait. Quand même un petit sacrifice, quoi. Et donc là, on a Donc, ouverture de la chambre hydroponique. hydroponique. Donc on a quand même Ivy qui endort Veil parce qu'elle commence un petit peu à lui taper sur le système. Et il dit Très à sérieusement, Stark les qu'il couilles, peut en profiter pour récupérer les yeux de Vicky Vale parce que c'est ce qu'il voulait. Il Ouais. voulait voler ses yeux. Après, Et moi, je dis donc, tout travail mérite vas-y. salaire, à un moment donné. Exactement. Donc la chambre s'ouvre, mais elle est vide, au grand désarroi de Poison Ivy. Notre cher Vas-y Jules. Et là, j'aimerais qu'on m'explique comment, quand elle rentre dans le coffre et qu'elle dit ah, il m'appelle, je le sens, il m'appelle. S'il est pas là, ce putain d'arbre, comment il fait pour qu'il Parce que l'appelle? Batman il dit qu'il reste que certains phéromones. Oui, non, mais d'accord, mais enfin bon, soit on communique Oh avec écoute, les plantes, soit on t'es communique peut-être pas très doué avec les C'est phéromones. très si je te bizarre, dise. je trouve. Je trouve que c'est très bizarre. Cette phrase, t'es pas doué avec les phéromones, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les phéromones de plantes, hein. Phéromones de plantes. Oui, non, mais bon. Tantôt bien tout à l'heure. En tout cas, Batman arrive. Stark menace alors de tuer Vicky Vale. On entend le bruit d'un batarang qui désarme notre cher Stark. Il explique à Poison Ivy, enfin Batman explique à Poison Ivy que cela fait des semaines que l'arbre n'est plus là. Et donc Poison Ivy lui dit que ce n'est pas la peine de jouer les Batman avec elle, qu'elle sait parfaitement que c'est Bruce Wayne parce qu'elle était dans ses visions, dans ses rêves, puisque elle était le personnage de Kell du premier épisode, l'assistante, comment on appelait ça, préposée, non? Oui, préposé aux autopsies. C'est une guêpe. Qui c'est? Une guêpe vient Sors de là. d'attaquer Lena. Sors Qu'est-ce qui de vient ce se bureau, passer, James. Non, C'est explique-nous. mon aspirateur. Pardon. Non mais tu vas vraiment nous expliquer que tu t'es fait attaquer par ton aspirateur automatique? C'est vraiment ça que tu vas nous expliquer? Bureau, l'aspirateur, Dans excuse-moi. ta villa de 300 mètres carrés avec piano à queue? C'est ça. Non mais attends, Léna, c'est vraiment ça qui vient de se passer? Oui. C'est que j'ai appuyé sur l'aspirateur avec mon pied. C'est Exceptionnel. enclenché. Ah, Exceptionnel. Puis alors, elle est Pas toujours facile tous les expressive. jours. Il faut savoir que quand on joue à la Warzone avec Léna, à peu près 2-3 fois par session, on a le droit à des petits comme ça. Tu vois, des trucs vraiment. Du coup, j'ai vraiment l'impression de revivre ça. C'est des traumatismes de la guerre. Allez, ça va aller, hein. Ça va aller. Voilà. Donc voilà, révélation. Elle était l'assistante de Bruce dans le premier épisode. Et donc, Poison Ivy dit qu'elle sait que l'arbre n'est pas mort. Elle en déduit assez rapidement que si Bruce Wayne l'a récupéré, il a dû l'emmener à son manoir. Et donc, elle dit à Stark de balancer Veil par-dessus la balustrade. Je sais pas, il doit y avoir un balcon, ou je ne sais pas trop. En tout cas, On en déduit en tout cas, parce qu'effectivement, si la balance d'1 mètre, il n'y a pas d'enjeu. C'est ça. Donc, de balancer Veil, et Batman doit alors faire le choix entre la sauver ou partir, ou empêcher Poison Ivy et Stark de regagner le manoir. Donc notre Batou, bien entendu, saute pour aller sauver la jeune femme. Oui, Jules. Et du coup, je voulais juste rebondir sur le fait que moi, ce que j'aime surtout aussi dans le personnage de Poison Ivy, dans cette version-là, c'est que je trouve qu'elle est... Non mais je trouve qu'elle déduit beaucoup de choses avec intelligence.
Alors peut-être certains diront que c'est un peu trop facile, machin. C'est une cruche. Mais non, non, pour le coup, tu peux pas dire ça. Si, je peux le dire. Regarde, je le redis, c'est une cruche. Non, mais je trouve qu'elle... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Léna, mais je trouve qu'elle elle est assez intelligente pour comprendre des choses et pour justement manipuler les gens. On l'avait vu avec son duo avec Strange, où justement, tu sentais qu'elle le manipulait, qu'elle essayait de comprendre. De prendre le dessus. Voilà. Et là, par exemple, elle en déduit très vite, effectivement, où est l'arbre et elle le comprend. Et d'ailleurs, quand elle va arriver au manoir Wayne après, puisque c'est ça, en fait, qu'elle suppose, et elle a raison. Et ma femme me dit de parler un peu moins fort, donc je vais essayer de faire un peu moins fort. Et je vais faire... Alors que moi, je peux parler plus fort. C'est vrai, du coup. Et du coup, elle déduit même où est cet arbre-là, quoi. C'est-à-dire, dans le manoir Wayne, il l'a caché. Excuse-moi, mais non plus, il faut pas être non plus Einstein pour comprendre qu'il a pas foutu l'arbre au milieu du salon. Merci. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais effectivement, elle est pas complètement neuneu. Enfin, même si Nico. Non, mais je trouve. Alors, excusez-moi, je vais pour pas. Non, mais si c'est pour balancer ton fiel encore une fois, ce n'est pas la peine. Pas écrit James. Non, je vais pour pas qu'il y ait de malentendu quand je dis que c'est une cruche. Évidemment que je souscris tout à fait à ce que vous dites. Elle fait partie intégrante de l'intrigue depuis le début de Batman Autopsy. Elle fait partie intégrante du complot, de petit imbroglio qui entoure de Bruce Wayne, Batman. Mais je trouve que l'interprétation, c'est ça en fait. C'est pas le personnage en lui-même qui me dérange. Au contraire, moi, Poison Ivy, c'est un personnage que j'adore. Et que je trouve que ce qu'on lui fait faire scénaristiquement, je trouve que ça c'est tout à fait dans ce que j'attends de Poison Ivy. Mais c'est la façon dont c'est joué, l'interprétation par l'actrice, je trouve qu'elle est ratée. C'est ça en fait. C'est pour ça que je dis qu'elle a l'air d'une cruche parfois quand elle parle. Elle a une façon, et c'est pas ça, Poison Ivy. Elle est séductrice, elle est aguicheuse, elle est intelligente, elle est tiraillée entre le mal et le bien, entre le fait de vouloir sauver la planète, mais de manière radicale, ultra radicale. Et là, je retrouve pas ça, en fait, dans la façon dont c'est interprété. Vraiment. Tout le reste, en fait, effectivement, que le personnage en lui-même, il propose des choses qui demandent des clés qu'on a au fur et à mesure du podcast. Mais je trouve que l'interprétation laisse à désirer. Alors, évidemment, j'exagère en disant que c'est une cruche et que machin. Mais ça fait partie du jeu aussi. Mais après, pour le coup, c'est une version de Poison Ivy qui est proposée, tu vois. C'est une version, mais j'ai pas dit le contraire, mais c'est ce que je dis, c'est une version ratée, pour moi. Merci pour ton avis, Nico. Allez, on l'embrasse. Voilà. Tout à fait, Nico. Tout à fait. Non, mais n'empêche que ce que je veux dire, c'est que c'est une version. Après, tu peux ne pas l'aimer. Mais... C'est une version qui ne plaît pas à Nico. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc, notre Batman sauve Vicky Vale. Il fait sortir donc de ses os la Batmobile qu'il attendait bien sagement à cet endroit. J'ai bien une réponse. Donc, quoi? Non, rien. Vas-y. Hein. Non, ah oui, c'est bon, c'est pas grave. Non, donc, il demande à l'IA de la Batmobile de mettre tous les feux de la route au vert pour pouvoir tracer jusqu'au manoir. Hyper pratique. Donc, hyper pratique, je ne savais pas qu'il y avait cette fonction, c'est très pratique, surtout si tu as beaucoup de feux pour aller jusqu'au manoir. J'ai pas vu souvent beaucoup de feux rouges dans Gotham, mais bon. Pourquoi pas. Donc, on a plusieurs fois Vicky Vale qui nous dit qu'elle ne se sent pas très bien, vu que Batman a toujours un truc d'injection d'antitoxines partout où il va, il demande à la Batmobile d'injecter des antitoxines à Vicky Vale, qui continue parenthèse, il en a consommé pendant ce podcast, des antitoxines. Parce que... C'est ça. Et donc, Vicky Vale lui explique que Poison Ivy lui a chargé de transmettre à Batman un message. Elle l'embrasse d'un baiser empoisonné. Et à ce moment-là, Batman demande à la Batmobile de lui injecter à lui aussi des antitoxines, sauf qu'avec tout ce qu'il a consommé dans ces derniers épisodes, il n'y en a plus. Alors, Batman essaye de mettre le pilotage automatique, de se sortir de cette situation, mais il n'y parvient pas. Et l'épisode se termine sur un accident de la Batmobile.
Accident qui fait des dégâts. Hein. Excusez-moi pour cette voix cassée qui part décidément. T'es parti un peu. Hein. On retrouve effectivement, alors on ne comprend pas tout de suite, mais Batman au volant de sa Batmobile. On a un épisode du Fantôme Gris qui passe voilà, en fond. On comprend. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai noté les personnages qui sont dans cet épisode du Fantôme Gris. Le méchant s'appelle un phrénologue. Le phrénologue. Alors, je pensais que Nico pourrait peut-être nous expliquer l'étymologie de phrénologue. Alors, phrénologue, nous sommes donc ici sur une étymologie persane, donc de phrénologue, qui veut dire je vais de l'avant, mais pas trop vite non plus. Donc, c'est un spécialiste de cette discipline olympique du temps de Nabucodonosor au 20e, voilà, 20e dessous. Genre, je pratique la phrénologie. Et donc, avec Poltergeist, qui est apparemment la comparse du Fantôme Gris, ils affrontent des monstres et il y a quelqu'un qui dit oui, les monstres, vous les tuez comme chaque nuit, n'est-ce pas, Bruce? Donc le narrateur de cette histoire prononce le nom de Bruce. On se retrouve avec Martha et Thomas, moi que j'adore, de fou. Ouais. Qu'il s'agisse de Martha ou de Thomas, mais Thomas, vraiment, je trouve que ça match vraiment de fou. Là, on n'est plus du tout dans la même, en plus dans le même jeu, dans la même interaction qu'on pouvait avoir au début, puisque Bruce, lui, là, comprend complètement que c'est pas réel, en fait. Donc, on n'est plus du tout dans la même interaction, et il discute avec ses parents, donc, sachant pertinemment qu'ils sont morts. Thomas lui explique qu'il a créé cet endroit pour justement pouvoir se réfugier et justement pouvoir communiquer avec ses parents. Son cerveau a créé cet endroit. Et il lui dit que c'est fou parce que même en ayant créé cet endroit de toute pièce, il l'a créé en se disant que ses parents seraient déçus de lui. Et je trouve que c'est très intéressant et ça en dit beaucoup sur le personnage qui pense que même s'ils étaient encore là, ils seraient déçus de leur fils. Oui, Nico. Alors, j'ai adoré ce passage. Je crois, alors vraiment, sans trop m'avancer. C'est vrai, parce que c'est la première fois que tu dis ça depuis le début. Je crois que c'est. Bon, ouais, attends, laisse-moi finir. Je crois que c'est un des passages que j'ai préféré dans tout le podcast, dans les 10 épisodes. Ah ouais? Parce que il dit tellement de choses sur ce qu'est Batman et sur la dualité en fait qu'il y a entre Batman et Bruce Wayne, qui est soulevée constamment dans les comics. C'est clair, c'est d'ailleurs parfois ce qu'on peut reprocher aux comics, c'est que on n'arrête pas de faire référence à ça. Mais en même temps, Batman sans ça, il n'est pas Batman. Et l'omniprésence de cette thématique des parents morts, vivants, et là, en l'occurrence, ils sont morts, il le sait, mais il est quand même avec eux. Pour lui, ils seront toujours vivants et par le fait même qu'ils combattent le crime en leur nom. Et je trouve que, putain, ce moment-là où il est en discussion avec ses parents et que ses parents lui disent « Mais t'as créé Batman, c'est toi qui... Rends-toi compte de ça, la Batcave, tout ça, c'est toi. » Et lui qui acquiesce, qui fait « Mais oui, je le sais, et j'ai besoin de ça. » En fait, il le dit qu'il est grisé par ça, quelque part. Quand il dit qu'il va se balader, tu vas en parler, quand il va se balader sur les toits de Gotham, qu'il accroche le grappin en gargouille, quand tu le sens, qu'il dit ça avec émotion et qu'il kiffe ça, et que sans ça, il pourrait pas vivre. Sa vie serait finie. Et c'est excellent, je trouve, parce que ça dit tellement de choses. Et c'est ça qui n'est pas exploité, je trouve, dans les comics. C'est-à-dire ce côté-là. Ce côté où on sait pas vraiment quoi, de qui Bruce Wayne ou de Batman prend le dessus. Si les deux sont pas vraiment deux entités différentes. Enfin, moi, j'ai vraiment kiffé. Je suis très enthousiaste. C'est vraiment quelque chose qui m'a... Non, mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Le père, du coup, Thomas, dit qu'effectivement, il serait pas content que son fils joue au justicier, mais qu'il veut bien passer là-dessus et il veut bien accepter le fait qu'il soit Batman si lui accepte qu'il doit aussi être Bruce. Exactement. Et parce que justement, il n'aimerait pas que son père n'aimerait pas et ses parents n'aimeraient pas qu'il se noie dans ce qu'est Batman.
qu'il s'en serve et qu'il fasse le bien avec, c'est une chose, mais qu'il n'oublie pas ce qu'il est, Bruce. Fondamentalement. Voilà. Martha lui dit qu'il ne faut pas que les fantômes dictent ses décisions, et c'est là, effectivement, comme je le disais, que Bruce se rend compte et dit, en fait, explique que c'est plus le cas, en fait, que c'est déjà plus le cas. Et qu'il a compris qu'il avait pris Batman parce qu'il faisait son deuil, qu'il a fait un serment, et que du coup, pour respecter ce serment, il est devenu Batman, et que cette année précisément, je finis juste cette phrase, cette année précisément, il est arrivé un soir où, en gros, après avoir déjoué un plan de méchant, quoi, j'ai envie de dire, en fait, il s'est rendu compte qu'il avait oublié l'anniversaire de la mort de ses parents. Et que pour la première fois, il n'était plus Batman par rapport à la mort de ses parents, mais plutôt parce que maintenant, il l'était. Et il le vivait, et c'est ce qu'il était aussi. Il n'était plus Bruce qui se servait de Batman pour, il était Batman, quoi. Et je trouve ça effectivement hyper intéressant. C'est hyper intéressant, et quand il fait référence au deuil par rapport à le deuil qu'il réussit à faire grâce à Batman, je m'étais jamais fait la réflexion, mais le costume de Batman, il est noir, il est sombre. Ouais. On est carrément, et ça c'est très peu soulevé dans les comics, et ça dit beaucoup. On a déjà parlé par le passé, et plein d'autres l'ont fait aussi, sur la raison de porter un masque pour les super-héros. Mais celle-là, je trouve que c'est la meilleure des raisons de porter un masque pour essayer de faire un deuil. Pour essayer de faire un deuil. Et encore une fois, comme je disais là à l'instant, c'est pas assez exploitant dans les comics. Et moi, je trouve que le podcast, il met en exergue ça. Ça dure pas longtemps, hein, ça dure juste le moment de cette scène, cette séquence. Mais je trouve que c'est extraordinairement bien fait. Vraiment, j'ai kiffé vraiment ce moment et cette explication, le fait du pourquoi on porte le costume sombre comme ça. C'est justement ce qui est intéressant, je trouve, avec Batman, et contrairement à d'autres super-héros, c'est-à-dire que, alors, ça a changé au fur et à mesure de l'histoire, hein, vous allez comprendre dans le sens où je le dis, mais quand on prend par exemple Spider-Man, n'importe quel super-héros, il porte un masque pour protéger leurs amis, pour protéger leur famille. Au départ, Batman, lui, c'est pas du tout dans cet esprit-là. Il a pas de famille, il a pas d'amis. Il veut protéger personne, lui. C'est pas pour ça qu'il porte le masque. C'est pour faire peur aux autres. Pour faire peur aux autres, aux méchants. Ouais. C'est pour faire peur aux méchants. Et je trouve que rien que ça, ça n'a rien à voir avec la plupart des super-héros. On n'est pas du tout dans le même esprit, en fait. Alors, ça l'est devenu de par le fait ensuite, parce qu'il va y avoir la Bat Family, parce qu'il y a Alfred, mais au départ, c'est pas du tout un masque qui lui sert à avoir une double identité, tu vois. Et bref, je trouve ça, encore une fois, hyper intéressant, et ce que soulève le podcast est très très intéressant, effectivement. Il explique, comme tu le disais aussi, que ça lui procure une sensation incomparable de se balader avec le bas de grappin, d'aller sur les toits de la ville. C'est quelque chose de grisant et qu'il a appris à apprivoiser et qu'il adore, quoi. C'est comme s'il s'injectait, excuse-moi, je te coupe, mais c'est comme s'il s'injectait une dose d'adrénaline pour sauver Gotham. Exactement, et pour sauver Gotham. Et grâce à ça, ou plutôt sans ça, il pourrait pas faire son rôle de justicier et faire de Gotham a better place, comme me dirait Michael. Et effectivement, et de toute façon, il veut en faire un Gotham meilleur. Et il dit qu'il fait partie de cette ville. Léna, est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je veux pas te... Ah non, mais c'était très intéressant et okay. Je vous suis là-dessus. Il y a une idée du coup de lâcher prise. Là, maintenant, il fait confiance à ce qu'il est devenu au final. Il est devenu ça par la force des choses, mais maintenant, il fait confiance à ça. Et donc, on lui dit de lâcher prise, de se réveiller. Il dit que c'est pas possible. Comment il peut se réveiller de ça? C'est impossible. Donc, on comprend qu'il est à ce moment-là précis encore dans la bagnole. Sa mère lui dit qu'il est capable de tout puisqu'il est Batman. On le retrouve dans la voiture, et alors autant jusqu'ici, tout ce qui est Batordi, tout ce qui est technologie, ça marchait bien, autant là, ça part en couille complet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on demande un truc, ça ne marche pas. Et l'autodestruction de la bagnole est programmée, il demande l'arrêt de l'autodestruction, on lui refuse.
Il demande du coup l'éjection des sièges. On lui refuse. Bref, c'est le bordel. La merde. Défonce tout à fait à coups de saton le cockpit pour sortir de là. Il s'arrache de fou. Encore une fois, là, bon bah il a encore sa voix de Batman. Je comprends pas pourquoi. Il est tout seul, le gars. Non, il est avec Vicky. Ouais, mais Vicky, elle est dans les vapes complets là. Oui. Mais encore une fois, je suis totalement d'accord avec toi avec le côté incohérent de l'utilisation de la voix, pas à propos en tout cas. Mais comme j'avais dit, c'était pas sur les 2 derniers épisodes, mais les deux encore d'avant, où on s'est fait cette réflexion-là. Et moi, j'avais fait à ce moment-là la référence aux comics où à chaque fois que ils sont en vadrouille et que par exemple Batman parle avec Robin, parfois Robin va appeler Batman Bruce et Bruce lui dit non, appelle-moi Batman. Et on peut s'imaginer, on peut se dire mais ils sont cons parce qu'ils sont que tous les deux. En fait, Batman, c'est un éternel parano. On le voit avec la Justice League. Et il se dit si j'utilise ma vraie voix, même si je suis tout seul avec quelqu'un qui sait qui je suis, peut-être que quelqu'un d'autre va m'entendre, soit par, je sais pas. Et c'est peut-être pour ça, je pense, tu vois, je suis complètement d'accord avec toi, mais alors pourquoi alors, c'est quoi le problème? Pourquoi à un moment donné des fois, c'est dans le sens inverse. Pourquoi à un moment donné, il a sa voix normale? Ah, Là, tu as peu d'arguments, mon cher Nico. Ah, voilà. Alors, l'étymologie de... Donc, il sort Vicky du cockpit, une explosion retentit. On a Barbara au téléphone qui arrive au manoir. Elle trouve du sang. Par contre, elle ne trouve pas Alfred. Du coup, elle recolle ces 2 informations. Du coup, elle comprend que Alfred a été pris en otage. Elle retrouve Ace, le Doberman de Bruce. Et on a Barbara qui demande à Brucey où est l'arbre. Du coup, il lui dit où c'est-il qu'on mettrait un arbre à la vue de tous? Dans une forêt. Du coup, apparemment, ils vont dans une forêt. Et alors moi, c'est là où j'avoue, ils m'ont un petit peu perdu. Parce que du coup, tantôt, ils se retrouvent... Donc, ils vont dans une forêt, en fait. Non, mais je pense qu'il y a des arbres qui bordent le parc du manoir, je pense. Ils vont pas au fin fond de la forêt. Et non, mais du coup, je me doute que c'est aux portes du manoir, on est d'accord. Mais du coup, c'est dans la forêt qui borde le manoir, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, tu vois. Mais si tu veux, après, moi, c'est vrai qu'avec le plan du manoir sous les yeux, que je connais bien, là, il y a les arbres. Là, il y a le manoir. Mais non, mais si tu veux, moi, la première fois que je l'avais écouté, en fait, là, c'était la 2e fois que je l'écoutais avec vous. Et la première fois que je l'ai écouté, en fait, j'avais dû zapper cette information parce que c'est très perturbant, du coup. Je m'étais fait tout le truc, plus ou moins dans la Batcave, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, là, ça m'a fait vraiment Toi, bizarre. t'as cru qu'ils avaient foutu l'arbre dans la Batcave? Bon, il l'a mis dans un coffre à la base, hein, donc il n'y a plus rien qui m'étonne non plus, quoi. En tout cas, il se retrouve donc en forêt. Barbara dit qu'elle voit Stark et qu'elle voit Ivy. Et qu'elle voit Ivy plonger son bras au cœur des racines du dit arbre. Et elle dit que sa peau, elle vire au vert. Hein. Il y a un truc qui va pas quand même. Qui cloche. Il lui dit de pas s'approcher. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'écoute pas. Elle intervient. Elle braque donc Ivy, qui là, encore une fois, par un système de déduction assez impressionnant, digne des plus grandes détectives, elle comprend que pas du tout, en fait, hein, elle est seule. T'es toute seule, il n'y a pas de flic, il n'y a rien, t'es toute seule avec ton petit flingue. Donc, toute seule, ma pauvre fille, on n'entend pas les sirènes. C'est ça, arrête un petit peu tes conneries. Alfred, du coup, elle veut récupérer Alfred, ce que Ivy concède bien volontiers, sauf qu'Alfred, en arrivant, il va lui péter la main à la Barbara. En tout cas, il va récupérer son arme et lui pointer sous le pif. Là, des petites billonnettes arrivent, et d'ailleurs, il y a Stark qui dit « Tiens, des billes !» T'entends. Et non, ce sont des bombes fumigènes. Et là, il est marrant, ces bombes fumigènes, Batman. Tout à fait. Et alors moi, j'ai l'image de la série animée, c'est ça qui est dingue. C'est que je vois les balles fumigènes arriver, se coller et... Bref. Et là, on a un truc qui est arrivé 2-3 fois dans ces épisodes et je me souviens pas que ça arrive ou alors c'est vraiment arrivé très peu dans les épisodes précédents. Mais on a une interruption
c'est-à-dire le son qui se baisse en fondu, en fermeture, et puis une espèce de coupure pub qui, moi, me sort du truc à fond, en fait. Et ça a contribué aussi à ce que je rentre beaucoup C'est moins que dans là, ces elle tombe au épisodes. mauvais moment, en fait. C'est Parce ça. que c'est déjà arrivé dans les épisodes précédents, mais souvent, ça séparait deux endroits ou deux personnages. C'est ça. Enfin, deux scènes totalement opposées. Là, on est au milieu d'une scène, quoi. Du coup, ça m'embête un petit peu, et surtout que du coup, dans ces cas-là, comme une coupure pub série à l'américain, on a comment dire, un tout petit retour en arrière de 1 seconde pour reprendre la scène, quoi. Et donc, on a un Batman qui explique, parce que l'autre, il comprend pas, qu'est-ce que tu fous là, c'est pas possible. Vicky, elle aurait dû t'embrasser, il t'aurait dû crever. Mais non, il explique qu'il a une tolérance au poison, du coup, par rapport à ce qui s'est passé avec les psychotropes qui s'est enfilé grâce à Poison Ivy avant. Et on a Alfred, qui du coup répond à une nouvelle consigne de Ivy. Donc là, on est sur une consigne télépathique, hein. C'est-à-dire que là, on comprend que je sais pas, ça passe par les phéromones, ça passe par les fameuses, ça passe par je ne sais quoi, mais en tout cas, il se braque, il se fout le flingue sur la tempe, et en gros, c'est maintenant vous arrêtez vos conneries, vous bougez plus, ou je me bute, quoi. Du coup, Batman est en stress à ce moment-là. Et tu vois, c'est rien que ça, moi j'aurais trouvé très cool qu'il prenne sa voix de Bruce. Là, ça aurait été justifié, en fait. Qu'il abandonne cette voix et que pendant une phrase, ils disent Alfred, non, tu vois, mais avec sa vraie voix, ça aurait été Ne justifié. fais pas ça! Mais non, mais ça aurait été justifié par ça, je trouve. Mhm. Batman tente de récupérer Poison Ivy, donc s'enchaîne une discussion, hein, là-dessus. C'est un peu une joute verbale. Et j'ai trouvé ça très bien que Batman aille pas à la confrontation directe et n'essaye pas non plus de l'entourlouper, mais essaie de récupérer Poison Ivy en lui disant qu'elle n'a pas toujours été comme ça, que c'est quelqu'un d'intelligent, que c'est quelqu'un déjà, enfin oui, d'intelligent au sens où elle est pas au sens manipulatrice, mais oui. Non, mais au sens où effectivement elle comprend les choses. Il lui est arrivé des saloperies dans sa vie, lui il le comprend aussi, et du coup il essaie comme ça de la récupérer, et il lui parle d'Alex. Alex, qui, je le rappelle, hein, dans les épisodes précédents, on l'a vu, enfin en tout cas on l'a entendu, c'est son amoureuse, et avec qui elle avait une relation, mais une relation amoureuse mais platonique. Oui, Léna. Justement, je me suis demandé. C'est toujours les mêmes qui l'interrogent, le prof. Je me suis demandé. Comment le Batou sait que Alex est à Gotham? Parce qu'il s'est renseigné. Quand il a appris, excuse-moi, en écoutant les enregistrements sur le trajet pour aller à Wayne Enterprise, que Ivy avait un petit lien avec cette fameuse Alex. Et tu vas me dire que le temps qu'il arrive, qu'il se crache avec la Batmobile, il a le temps de lancer une petite recherche. Est-ce que vous pourriez me dire si Alex ne serait pas à Gotham? Je ne connais pas son nom de famille, mais est-ce qu'il y a une Alex qui s'intéresse aux plantes et qui est à Gotham? Alors justement, je trouve que c'est tout l'intérêt du truc, c'est que tu te demandes s'il bluffe pas, en fait. Et c'est là que je me suis dit, c'est bien si c'est du bluff, mais comment on sait que c'est vrai après? Ah ouais, mais on le sait après. Du coup, moi-même, je me demandais si c'était du bluff ou pas, en fait. Du coup, c'est ouais, pas mais j'ai envie de pinailler un peu. Mais j'ai envie de pinailler, quand même. Et en tout cas, il lui parle d'Alex, il lui dit qu'elle a continué son œuvre et qu'elle étudie toujours les plantes. Sturk, du coup, comprend que par rapport justement à ce souvenir, Poison Ivy est en train de virer sa cutie, hein, très clairement, et rebasculer du bon côté de la force. Et je trouve qu'elle switch un peu vite, là, pour le coup. Ce qui lui dit, Nico ne sera que d'accord avec moi, mais il lui dit, oui, mais tu vas tuer Alex en premier. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui. Bon, bah finalement... oui. Non, c'est pas grave. Je trouve pas que, justement, elle switch pas. Elle a un regain, elle switch pas. Tu pinailles. Non, là, elle dit un truc du style. Ah ouais? Ah bon? Elle est à Gotham, c'est sûr? Et c'est tout, en fait. Et du coup, non. Sturk s'emballe, il voit que ça tourne au vinaigre pour lui, et du coup, veut agir. Il prend l'arme d'Alfred et tire. Et alors, par contre, là, moi, je trouve que c'est un peu limite, c'est-à-dire que il tire, mais pour le coup, tu sais pas sur qui il a tiré. Hein. Enfin, moi, je l'ai pas compris tout de suite. Hein.
Bah, sur Poison Ivy, hein. Ouais, mais tu t'en es pas sûr. C'est évident si. Mais si, parce que c'est à lui enfin, c'est à elle qui parle. Non, mais d'accord, mais tu l'entends tirer 2 fois, mais du coup, t'es pas. Enfin bon. Bat envoie Ace sur Sturk. Et Barbara finit par le tuer à coups de revolver également. Il explique que son cœur bat, il le sent battre dans sa poitrine, et c'est donc à l'instant de sa mort que son cœur revit finalement. Donc c'est beau. C'est beau. Dans un dernier souffle de vie, puisque clairement Pamela est en train de crever, elle demande à Bruce de la déposer dans l'arbre. Et alors au début il veut pas, parce qu'il se dit non mais attends, tu te fous de moi ou quoi? T'es en train de me demander de faire exactement ce que tu voulais faire dès le départ. Est-ce que tu me prendrais pas pour un jambon? Et puis finalement elle lui dit que qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi les psychotropes, je suis en train de crever, mais tu le vois pas que je suis en train de crever? Mais c'est pas possible, je ne pourrais pas faire ce que j'avais pas lu. Donc il décide, dans un geste magnanime de la part du Batou. Est-ce qu'on peut avoir l'étymologie de magnanime? Alors, magnanime, du latin Magnus et de la ville de Nîmes. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas à Nîmes, que tu vas voir les arènes de Nîmes, tu te sens grand, tu te sens important, puissant. Magnus. D'où le Magnus magnanime, tout ça. Voilà. Ou alors, selon les puristes, magnanime, ça peut être un lien avec la mafia niçoise. Les manias de Nîmes. Moi, j'étais sur Magnagnan 1515. Mais... Magnagnan 1515. Et à Nîmes. Le sol, donc il la dépose, hein, parce que c'est un jambon, donc. Il la dépose comme une fleur, j'ai envie de dire, dans le bazar. Le sol, ça n'a bougé. Il explique une cavité souterraine. On sait pas d'où elle sort, mais bon. On est au bord de l'effondrement. Et alors là, je vous chope. Alors, il attrape Alfred, il attrape Barbara. Barbara qui dit Ace, casse-toi. Donc le chien il se démerde, par contre. Et il arrive sur le toit, donc il est à l'abri. Enfin, ils se mettent à l'abri sur le toit. Donc sur le toit du manoir, j'imagine. Et là, la voix de Bruce change. What the fuck? Mais pourquoi? Voilà. Il explique que du coup, il faut aller à la cave vite pour soigner Alfred, qui est clairement mal en point. Il fait ces fameuses notes de piano qu'on connaît tous pour aller à la Batcave. Encore un easter egg. Très utile. Qui fait plaisir à ceux qui connaissent le Batou. Comment il s'appelle, le Alfred Ounet dit est-ce que ça veut dire qu'on a gagné? Bon, il est un peu dans les vapes, hein, il sent qu'il peut passer l'arme à gauche à tout moment. Et Bruce lui dit qu'il l'aime. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, il lui dit qu'il l'aime et il lui dit aussi que ce soit Alfred, alors peut-être qu'Alfred le regrettera, hein, cette phrase, mais que Alfred, comme les autres, il les mettra plus à l'écart et que ils seront partie prenante en fait. Et donc Alfred va d'autant plus bosser avec Batman après toute cette histoire. Donc déjà qu'il le considérait un petit peu comme son esclave, là il vient de reprendre une part. Hein. C'est-à-dire qu'il va rebosser puis quelque chose de bien. Il n'est pas au courant mais il va faire des heures sup, Alfred. Donc il lui dit en tout cas qu'il l'aime, qu'il ne le laissera plus à l'écart. Il explique ensuite à Barbara qu'être Batman a cessé d'être une torture, ce que c'était jusqu'ici. Et du coup, il s'est mis à torturer Bruce. Encore une fois, cette dualité fait que l'instrument qu'était Batman, quelque part, torturait Bruce. Et ça en est fini. En tout cas, il va essayer de travailler là-dessus. Barbara est virée, on l'apprend comme ça. Apparemment, Montoya l'a appelée, on sait pas trop quand, mais en tout cas, elle est virée. Il lui dit que. En même temps, quelque part, elle le mérite aussi. Oui, voilà. Ça fait combien de temps qu'elle s'est pas pointée au travail? C'est ça. Voilà, je sais pas si c'est une pointeuse ou un truc, mais bon. Et puis bon, on est encore dans. Apparemment, Batman est quand même pas très copain avec les flics, quoi.
Donc Barbara est virée par rapport au problème Flas aussi. Flas qu'on n'a pas entendu assez, je trouve. C'est vraiment un bon... Je trouve que c'est un peu dommage. Et il lui explique que si tu veux aider les gens, il n'y a pas forcément que cette solution, il y a plein d'autres manières de le faire. On a voilà, une fin, fondue fermeture, chanson lyrique, Batman, c'est terminé. On arrive à entendre une demoiselle qui parle à son dictaphone, on en déduit très vite que c'est Alex qui voilà, parle de manière scientifique à son dictaphone, en lui disant voilà, j'ai fait des prélèvements, machin, de plantes, de Ça, bidules. c'est une tulipe, ça, c'est un pissenlit. Ça, c'est une tulipe. C'est pas correct. Ça, c'est des géraniums. Enfin, bon, bref. Et on entend bonjour, Alex. Mais avec une voix un petit peu bizarroïde. Enfin, voilà. On sent que la petite Pamela a muté. Elle lui dit ah, Pamela, mais c'est toi. On entend ensuite. C'est toi qui es verte. Qu'est-ce que c'est ça? Mais t'es dégueulasse. Mais je ne veux plus jamais te voir. Bref, Vicky entre en scène, j'ai envie de dire, puisqu'on reprend un peu comme ça a commencé d'ailleurs, si je dis pas de conneries, toute cette histoire. On reprend Vicky du coup qui explique que le moissonneur a été retrouvé, qu'il s'agissait donc de Sturk, que Bruce a refait surface. Alors là, ça m'a un peu perturbé parce qu'elle dit un truc du style, donc Bruce qui était prétendument mort ne l'est plus. Donc ne l'est plus. Et elle dit un truc du style et Bruce est en fait et crac, ça coupe. Du coup, je me suis demandé si enfin c'était très bizarre. Moi, je l'ai pas entendu ça. Et ben tu réécouteras parce que c'est exactement ça. Tu te démerdes, mais t'écoutes. Non mais t'as vu un peu ce ton suffisant que tu... Bah excuse-moi, tu réécouteras, mais c'est habitué, moi, tu sais. Non mais avec ce ton professoral. Mais mais je sais plus. Non, mais blague à part, je sais plus exactement, mais c'est un truc de ce style-là. Ouais, Bruce Wayne est en fait, et crac, ça coupe. Du coup, on se demande s'ils connaissent pas sa véritable identité. Elle explique aussi que Edward Nygma est en fuite, et alors, la suite m'a vraiment fait rire. Elle dit texto sensé, Edward Nygma est en fuite, la mairie a suspendu toutes les soirées quiz et les jeux télé. J'ai trouvé ça exceptionnel. Je veux dire, non mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme si, je sais pas moi, Hannibal Lecter est en fuite. On a décidé de fermer toutes les boucheries charcuteries de France. Tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très bizarre, quoi, tu vois. Et toutes les morgues, parce que en fait, lui, il a la chevaline, il en a rien à secouer, Hannibal Lecter. Mais bref, ça m'a fait rire, ouais. Toutes les soirées quiz, les Time's Up et autres Uno, t'es rayé de la carte. C'est complètement débile. Les triviales poursuites sont interdits. Le couvre-feu, tu vois, enfin, c'est bon, bref. On apprend que... Enfin, on n'apprend pas, on se retrouve en Égypte. En tout cas, ça, on va le savoir un petit peu plus tard. Moi, je pensais que c'était un resto égyptien. Bah non, parce que je crois qu'il dit le meilleur de tout l'Égypte. Je crois. Bon, alors à voir. Je allez, pensais que c'était un resto spécialité égyptienne à Gotham, mais... moi, j'avais pas compris ça. Ah non, parce qu'il dit retour à Gotham, donc je pense qu'il est en Égypte. Mais bon, je te laisse le bénéfice du doute. En tout cas, c'est un certain Ashton qui arrive dans un resto, ça c'est sûr. Et on lui dit qu'un ami l'attend. Tu dis, comment ça, un ami? Qu'est-ce que ça d'aller il arrive à la table, et donc il y a Bruce qui l'attend. Et Bruce lui explique qu'il avait très bien compris, qu'il avait perçu toutes les énigmes que Nygma avait laissées tout au long du bazar, et que il a très bien compris qu'il voulait qu'il soit retrouvé en fait. Et s'enchaîne une discussion qui pour le coup est d'une très intéressante, sans sans arrière-pensée, tout est vrai dans cette discussion-là, et du coup elle est plutôt cool. Alors entre parenthèses, il lui explique son énigme qui pour le coup, alors que ça m'avait pas gêné tout le truc, là
ça m'a profondément cassé les noix. C'est-à-dire que C'était un je petit voyais peu pas. capillotracté, on s'est dit, Tout vous me prenez pour à des fait. cons un peu. C'est un petit peu ça. Mais T'as tout le du reste. mal à suivre les cheminements quand même. Ah ouais, Tu mais dis, carrément. oui, alors la première réponse c'était Orange, qui nous a mené à Pastèque, qui ensuite nous a mené à Télétravail, qui nous. En 3 briques. Non, mais c'est clairement ça. Et tondeuse à gazon, barbecue. Tu vois, enfin, c'est Voilà, vraiment c'est ça. Camolox. un camoulox. En tout cas, et ça aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, tu comprends, et tu l'avais déjà compris avant, mais que Nigma se pose vraiment la question s'il est fou ou pas. Mm. Et que c'est ça qui le tient et c'est ça qui l'embête. C'est que même lui n'arrive pas à répondre à cette question de savoir s'il est fou ou pas. Et personne ne le sait. Il y a eu des tests qui ont été faits et tout le monde n'arrive pas à la même conclusion. Et personne ne peut arriver à la vérité vraie, à savoir s'il est fou ou pas. Donc lui se pose la question et il dit que bah, finalement, on va se retrouver à Gotham. Moi, ça me fait penser à la scène avec Hit. Dans Hit, pardon, où il y a Robert De Niro et puis Al Pacino. Si tu l'as jamais vu ce film, Léna, il faut que tu le vois. Mais en Ça s'écrit gros, comment H-E-A-T, avec Val Ah Kilmer. d'accord. Quand t'as dit Hit, je pensais que c'était genre ça, le film de Stephen King. Ah non, 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 non. Et quand t'as dit les acteurs, j'ai dit, bah Rien à non, voir. j'étais pas dedans. Et en fait, c'est un flic et c'est un méchant. Et le méchant dit un jour, on va se voir et puis on sera obligé de se tirer dessus. Je te résume, hein, mais on sera obligé de se Ouais. tirer dessus. Et l'autre, il dit à moins que t'arrêtes. Et l'autre lui répond, je sais rien faire d'autre. Et l'autre, il dit, bah moi, c'est pareil, je sais rien faire d'autre. Et c'est exactement ça qu'on a. C'est-à-dire qu'il lui dit, on va retourner à Gotham. Il lui dit, tu sais que ça va recommencer. Tu sais que je vais me faire interner, mais tu sais que je vais me réévader. Et l'autre lui dit, tu sais que je serai là pour t'en empêcher. Et donc, il y a ce côté-là que moi, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai vraiment aimé. Et vraiment, j'ai trouvé que toute cette discussion, même Nigma, qui était vraiment dans le un peu avec un ton pédant et un peu un ton supérieur sur les précédentes interactions qu'ils pouvaient avoir avec Batman. Et là, c'est pas du tout le cas. Ils sont vraiment à armes égales et ils sont vraiment les masques tombent pour le coup et on n'est vraiment plus du tout sur le même rapport de force. Et je trouve ça vraiment très cool qu'il y ait cette dualité et le fait que on a beau s'apprécier, il y a un moment donné où on se tombera dessus, quoi. Et ils lui disent, bah, tu sais que ça va recommencer, tu sais que je vais m'évader, et c'est ça qui est très cool, je trouve. Et on termine là-dessus. Alors, on termine sur une petite blagounette en disant qu'effectivement, le masque, comme tu peux le savoir, c'est plus pour le service de nuit. Personnellement, je trouve que ça, c'était pas utile. Je trouvais que justement, la confrontation des deux personnages était plutôt cool, quoi. Et mais bon, voilà. On a dit qu'on finissait pas par voilà. Moi, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit ça. Hein. Je le couperai. Voilà. Est-ce que vous, parce que du tout podcast, du coup, il y a que ce moment-là, je pense, qui merde. Est-ce que vous, du coup, vous pouvez faire voilà, de ce qu'il en est du podcast, et qu'est-ce que vous avez pensé de tout le podcast en résumé? Alors, si je peux me permettre de commencer, c'est une expérience, pour moi, inédite, en tout cas, de suivre un... Alors, j'écoute les podcasts, j'écoute la radio déjà, donc ça ne faut pas déconner. Hein. Mais d'écouter comme ça une série, c'est inédit pour moi. J'ai trouvé cette expérience très... Quand je dis série, il y a Siri qui se manifeste. Très intéressante, très enrichissante. J'ai beaucoup aimé ce côté, de découvrir ça dans une autre façon d'écouter une histoire de Batman. En tout cas, de suivre une histoire de Batman. Je ne l'ai pas trouvé sur toute la durée forcément qualitatif, surtout sur la fin. Même si le dernier épisode, l'épisode 10 qu'on vient de terminer de chroniquer, me paraît beaucoup mieux, en tout cas que les 3 précédents, le 7, le 8 et le 9. Alors, assurément, je réécouterai des séries en podcast de ce style-là parce que j'ai kiffé l'expérience, même si c'est quand même quelque chose d'assez, je trouve, fatigant et complexe pour moi, hein, de suivre comme ça un épisode de podcast parce que bah, forcément, tu es distrait par... Moi, je suis pas du tout comme vous autres à être au taquet sur les petits détails comme ça, écrire les machins. Les notes que je prends, moi, c'est surtout des fulgurances quand j'ai des trucs qui me hypaient de ouf à chaque fois.
Mais j'ai beaucoup aimé, dans la globalité, pour répondre à ta question, j'ai beaucoup aimé ce podcast. J'ai trouvé très qualitatif, globalement, mine de rien, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fin, ça laissait à désirer un peu. J'ai trouvé que l'histoire aussi, scénaristiquement, ça tenait hyper bien la route, que enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une histoire de Batman comme ça. Je sais pas si je me trompe en disant ça, mais c'est une histoire à clé, quoi. Un scénario à clé, où il y a des choses qui... À clé mémorielle, même. À clé mémorielle, ouais. Et qui te sont expliquées après coup. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que là, cet épisode-là, à tel endroit, il y avait ça, et que là, ok, je comprends. Et j'ai trouvé ça mortel, parce que c'est du Batman comme on l'aime. Enfin, moi, en tout cas, comme je l'aime, et comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps, vraiment, parce que forcément, ça s'essouffle, Batman, et que peut-être que le nouveau médium utilisé pour ça, enfin, ce médium de podcast utilisé pour ça, a permis, justement, le fait qu'on arrive à renouveler Batman, en tout cas, à retrouver quelque chose de très, très, très qualitatif et très, très bon. Voilà. J'ai été long, putain. Ouais. Alors, du coup, ça pose la question, du coup, est-ce qu'il y aura une deuxième saison ou pas? Ouais, parce que c'est une fin ouverte, mine de rien. Donc, ouais. C'est possible, en tout cas. Aux États-Unis, c'est pas. Enfin, en tout cas, j'en ai pas eu vent. Non, j'ai essayé de trouver aussi, j'ai pas vu d'infos à ce sujet. Moi, je me dis que ça serait dommage qu'il y en ait une, parce qu'on reste là-dessus. Voilà, c'est marre, on passe à autre chose. Qu'ils fassent une série sur un autre personnage, par exemple. Pourquoi pas? Mais voilà. Je sais pas si ça serait... Ouais, mais tu vois, par exemple, moi, je verrais pas, par exemple, une série sur Aquaman. Ah non. Mais non, mais tu non, mais rien, c'est sous l'eau. Donc... Mais non, mais tu rigoles, mais je vois pas ça. Green Lantern, alors qu'il y a un lore qui est juste ouf. Dans l'espace, le son je le vois pas non plus, tu vois. Et en fait, il y a plein. Je trouve que Batman s'y prête, en fait. Ça pourrait être un autre aspect de Gotham. Ah, complètement. Un Gotham central. Ou alors, Batgirl. Puisque on l'entrevoit, Batgirl, à la fin de dernier épisode. Tu pourrais aider Gotham autrement. Donc pourquoi pas? Ça peut être là, le rebond va être là sur l'émergence, la naissance de Batgirl. Punaise, pourquoi pas, alors, ça sera intéressant. Moi, je l'avais même pas, tu vois. Pour moi, c'était Oracle. C'était pas du tout Batgirl. Ouais, moi je pensais à Batgirl. Parce que Oracle, Barbara Gordon, elle est Oracle parce qu'elle est handicapée. Ou Nightwing, pour le coup. Ou Nightwing, exactement. Mais en l'occurrence, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, pour transposer sur d'autres super-héros, Spider-Man, par exemple, ça marcherait pas du tout. Tu vois, enfin, je trouve vraiment que Batman s'y prête quand même vachement. Julie veut tous les citer. Flash, ça marcherait pas du tout. Wonder Woman, ça marcherait. Par contre, ça n'arrivera jamais. Mais par contre, un Watchmen audio, je suis sûr que ce serait génial. Ça c'est une bonne idée. Mais bon. Eh ben, nous allons le faire. on va demander à Monsieur Moore, mais je pense que qui fait Dr Manhattan. C'est lui qui a les droits. Tout nu ou pas? Bah du coup là, moi ça me. C'est un podcast, Nico. On ne nous voit pas. Oh bah je peux le faire tout nu. T'imagines, je branche la caméra et je suis bleu et à poil. C'est-à-dire que ça c'est grand schtroumpf. Et je suis bleu et voilà. Et toi Léna, qu'en as-tu pensé de ce podcast? Tout comme Nico, c'était une première expérience de série audio. J'en avais jamais écouté avant et pour le coup ça m'a vraiment plu. Alors en plus que ce soit un univers que j'affectionne particulièrement. Et c'est vrai que ces 2 premiers épisodes étaient tellement prometteurs et accrocheurs que c'est vrai que moi, ça m'a fait un effet waouh. J'ai dit, mais faut écouter la suite, quoi. Alors globalement... Oui. Vas-y, pardon, je te coupe pas. Non, mais globalement, sur la série, moi, j'étais très satisfaite. Voilà, à la fin, je trouve que malheureusement, elle est un peu en demi-teinte. Après, fallait bien finir d'une manière ou d'une autre. C'était peut-être pas évident d'apporter une fin. Voilà, peut-être que j'aurais aimé que Stark ait plus de place, peut-être qu'on joue encore un petit peu sur cette dualité. Nico? C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la fin, parce que j'ai l'impression que dans 98% des cas, nous, on n'est jamais satisfait par une fin. Et je crois qu'on est jamais satisfait par une fin. On en a parlé à l'époque du dernier épisode, de la dernière saison de Game of Thrones. Et je pense que c'est... on parlait de deuil dans ce podcast. Je pense que c'est le deuil qu'on ne veut pas faire. Non, mais c'est sûr. Moi,
qui fait que la fin, ça nous satisfera jamais parce que on veut pas que ça se termine, et puis parce que c'est pas forcément ça qu'on imaginait. C'est pas qu'on trouve que les scénaristes ont chié, c'est juste qu'il y a ce côté affectif qui fait que j'ai l'impression que c'est ça, parce que en fait une fin, je veux dire, il y a un bouquin, un film, une série, je sais pas quoi, une chanson, ça tout a une fin, et on n'est jamais satisfait par la fin, parce que quand on meurt, nous, notre fin à nous, c'est la mort. On n'est jamais satisfait par la mort. Donc pour moi, c'est logique de jamais être satisfait par une fin, ou en tout cas quasi jamais. Et la deuxième chose, c'est que tu parlais des deux premiers épisodes, mais ouais, la claque que j'ai pris moi pour les 2 premiers épisodes, putain, j'ai trouvé, alors déjà parce que comme on disait tous les deux, c'est une expérience inédite pour nous, une série audio, mais quand même scénaristiquement, ce que ça posait, les 2 directions que ça prenait différentes aussi, sans avoir écouté l'épisode 3, quand on voit, putain, c'est mortel. Voilà, et rien que l'autopsie au début, moi je me souviens, ça m'a soulevé je m'y attendais pas, quoi. J'ai dit voilà, parce qu'au début, il y a le petit avertissement, je me suis dit, oh, ils se foutent un peu de nous, et tout, et puis dès la première scène, j'ai dit, Mais je trouve que justement, on a ce côté glauque, je trouve qu'on l'a perdu au fur et à mesure, en fait. C'est un peu... Et c'est vrai que c'est un peu bête. Moi, alors, pour le coup, j'ai l'habitude d'écouter des séries audio, et pour le coup, celle-là était très, très bien faite. Alors, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que ce soit une fin en demi-teinte. Après, je me demande vraiment, en fait, ce que j'aurais voulu, et je me demande vraiment quelle fin on aurait pu faire, en fait, de mieux. Moi, assurément, je trouve que j'aurais vraiment aimé plus de Sturk. Je sais même pas si j'aurais aimé plus de Sturk ou plus de l'interprétation du mec dont le nom m'échappe et qui est français et qui, du coup, l'interprète divinement bien dans les premiers épisodes. Et ouais, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé l'ensemble des épisodes, avec un petit bémol sur les derniers, mais en même temps, voilà, je vois pas comment on aurait pu les conclure autrement. Et en tout cas, c'est plutôt positif pour moi, clairement. C'est ça. Et en fait, c'est super intéressant ce qu'ils ont fait. Moi, je suis globalement très satisfaite. Mais il y a une petite partie de moi qui aurait peut-être aimé avoir une série audio qui va à la fin qui suit la fin de cet épisode 1 où on avait ce Sturk qui appelait Batman au téléphone et qui lui disait je te vois, et d'avoir un peu cette chasse à l'homme. Je suis sûr que ça aurait été totalement différent et peut-être pas forcément lié à Batman, mais j'aurais adoré suivre un thriller policier un peu comme ça Mais en fait, je trouve que ça va trop vite, ça, en fait. Je trouve qu'on va trop... En fait, c'est très bizarre parce que ce qui m'inquiétait au départ, parce que quand j'ai su quand tu comprends qu'il est machin, on l'avait dit dans les premiers épisodes, moi, c'est quelque chose qui m'avait décontenancé parce que Bruce, il n'est pas chirurgien à la base. Mais au final, j'ai adoré ces 2 épisodes. J'aurais adoré rester dans cet univers où Bruce, était... J'étais autopsien, médecin légiste, merci. Et je trouvais que ça collait vachement bien, et ça collait vachement bien avec sa manière d'appréhender l'enquête. Et du coup, moi, j'aurais adoré rester sur plusieurs épisodes où effectivement il traquait Sturk dans son rêve, en fait. Et ouais, ça par contre, je le regrette pour le coup, parce que vraiment, moi, les 2 premiers épisodes, j'avais adoré, quoi. Et je trouvais que c'était vraiment, vraiment très, très bon. Mais pour autant, c'est très intéressant quand même ce qu'ils ont fait, quoi. Pour le coup, je me répète, mais moi, par rapport aux épisodes précédents, j'entends, mais le fait que chaque épisode était différent et chaque épisode on me proposait quelque chose de différent qui pour autant me plaisait, je trouve que c'est hyper fort, quoi. À part effectivement ces 2 derniers épisodes où t'as l'impression que ouais, ça ne pouvait de toute façon pas être à la hauteur des premiers épisodes, en fait. Et... Ils sont un peu plus creux, si tu veux. Ouais. Ils sont un peu moins forts émotionnellement, ils arrivent moins à t'accrocher, tu vois. Ouais. Parce que c'est aussi de la pure action. Enfin, il y a beaucoup plus d'action que dans le reste. C'est ça. Et pour autant, tu vois, les 2 épisodes d'avant avec Ivy, j'avais surkiffé. Et moi, l'idée d'arriver à proposer toujours quelque chose de différent, mais toujours cohérent par rapport à l'univers, et que ça me plaise, je trouvais que ça, c'était plutôt un pari réussi. Et en ça,
le podcast est super bien fait. Et au niveau de la direction des acteurs, moi, alors effectivement, encore une fois, il y a la voix de Batman où je peux pinailler. Moi, j'ai pas de problème, sinon, parce que j'accepte ce qui a été fait dans d'autres trucs. Et pour moi, c'est tout aussi. Si c'est ridicule là, c'est ridicule dans d'autres. Mais au niveau de la direction d'acteurs, à part les 3 derniers qui, et encore, les personnages ont pu être écrits comme ça, moi, tous les personnages, je les ai trouvés vraiment très bons, quoi. Il y en a pas un où je me dis... Alors, par contre, si ça vous dérange pas, on va faire ça. On va parler que du positif. Moi, si j'avais 2 personnages à retenir, ce serait que 2. Et pourtant, j'adore André Dussolier. Mais je pense vraiment que les 2 personnages, c'est en premier Thomas et en deuxième Sturck. Toi, Nico ? Alors, j'aime bien le chien de Bruce Wayne. Non, en vrai. Alors moi, ce serait les 2 employés. Les 2 gardiens Wayne de Wayne Enterprise. Enterprise. Non, alors André Dussolier, je pense qu'il est hors catégorie. Parce qu'on en a parlé déjà quand on avait fait les premiers épisodes. Côté affectif, quoi, de sa voix, déjà, elle est très toute particulière. Mais ouais, moi, je suis d'accord avec Jules sur Thomas. Et je mettrais quand même Hugo Strange, quand même, Dr. Hunter, Hugo Strange, parce que ouais, c'est 2 personnages ils sont charismatiques, ils dégagent quelque chose, ils disent plein de choses. Il y a Martha Wayne aussi, qui est pas mal dans son rôle quand même, le duo qu'elle fait avec son mari, justement. Du coup, oui, c'est 3 personnages, ouais. Enfin, c'est 4 personnages. Non, j'en ai 3, 4, 3. Du coup, lui, on lui en demande 2, il en donne 4. Thomas et Hugo Strange. Et puis, dans une moindre mesure, je mettrais Martha avec Thomas. Je mettrais pour le personnage le duo, Thomas et Martha. Voilà, c'est ça, exactement. Et toi, Léna ? Si on peut dire que Hugo Strange est hors catégorie, parce que moi, c'est vrai que il y a ce petit côté affectif aussi. Moi, je retiens Sturck et je retiens le Sphinx aussi. Pour moi, c'est vraiment 2 que j'ai trouvé vraiment très très bons dans leur rôle, pas dans le même registre, mais très bons dans leur interprétation, quoi. T'aimes les vilains, toi, quand même, c'est ça. Oui, mais même, tu sais, dans Batman, dans Gotham, je trouve que souvent la galerie de vilains est tellement intéressante. C'est clair. Non, mais c'est vrai que la galerie des vilains de Batman est quand même... c'est la meilleure galerie de vilains de tout l'univers super-héroïque, quoi. En tout cas, Madame, Monsieur, c'était un plaisir de faire ces débriefs avec vous. J'ai adoré me faire cette série audio avec vous au fur et à mesure des épisodes. C'était pas du tout prévu, Léna, que tu te greffes dessus, et ça a été un bonheur que tu te greffes. J'ai insisté pour que tu viennes. C'est tellement pas vrai. Merci, Nico, de t'être battu pour ma cause. Non, mais c'est vrai que c'était hyper cool. J'ai encore des bleus. Et c'était toujours un plaisir de planifier ces rendez-vous, et j'attendais à chaque fois ces rendez-vous avec impatience. Et du reste, il n'est pas impossible que ça se reproduise à l'avenir. Désolé, effectivement, on aurait dû enregistrer ces 2 épisodes bien avant, mais eu égard à des soucis de santé, Internet divers et variés, j'ai envie de vous dire. Les aléas de la vie, quoi. Voilà. Mais on est là, on est bien là, on est content. Non, puis là, t'as un décor... on a passé un très bon moment. Un décor du tonnerre, c'est sûr. Là, t'es en ambiance vraiment tueur en série, pour le coup. Oui, c'est ça. En tout cas, encore une fois, si vous voulez nous suivre, vous likez, vous poussez, vous faites ce que vous voulez, mais vous le faites bien. Vous nous suivez sur YouTube, mais aussi sur tous les agrégateurs de podcasts où on a des podcasts en voiture, voilà. Le Saturday Night Geek Live 1 fois par mois. Et donc, Batman, le podcast animé qu'on fait notamment avec Léna, mais aussi Vanessa et Titou Peinture. Et puis d'autres podcasts qui vont venir, repartir viendront quand ils veulent. Et ma petite Léna, toi, on peut te retrouver sur Comics Discovery, mais pas que. Exactement. Vous pouvez me retrouver sur Comics Discovery tous les mardis à 20h sur Twitch et aussi sur tous les agrégateurs de podcasts pour 2 versions, une version courte, résumée et express de la critique d'un comics ou une version longue pour ceux qui ont
leur temps et qui font 1h30 de route tous les jours pour aller au travail. Merci. Et vous pouvez aussi me retrouver dans Geek en série pour vous parler de récits plus ou moins récentes, toujours avec plaisir et toujours avec bonne humeur. Eh bien, ce sera fait. En tout cas, moi, je prends plaisir à vous suivre. Mon ami Nico, j'ai été très heureux. J'ai été très heureux de t'initier aux séries audio. Je vous fais des bisous. Et bisous à tous ceux qui ont pu suivre ça et qui peut-être suivront ça au gré de leur pérégrination youtubesque. On vous embrasse. À ciao. Bonne soirée. Allez, et à bientôt. Bisous.